Pour introduire notre débat sur les enjeux économiques liés à la thérapie génique, comme nous aimons le faire à Tous pour la santé, nous avons été demander aux Français quelle était leur perception du prix des thérapies géniques. Et si on écoutait la rue? Pas assez de moyens pour soutenir cette recherche. La recherche est très chère et elle peut parfois être limitée à un nombre de cas justement limité. Donc, par le nombre de personnes divisé par les bénéficiaires, ça représente sûrement un coût unitaire important. Enfin, c'est un choix qu'on doit faire. Dans la mesure où c'est expérimental, au début, ça doit coûter assez cher. Et puis, peut-être, heureusement, qu'on arrivera à trouver des choses petit à petit, en connaissant un peu mieux, à alléger le coût. Franck Mouton, vous êtes l'industriel, président de France Biotech. Pourquoi les produits sont-ils si chers? Je crois que la perception des Français est la bonne. Les coûts de recherche sont élevés actuellement. Les coûts de production restent aujourd'hui dans le domaine de la thérapie génique extrêmement élevés. Et puis derrière, le bénéfice médical commence à réellement montrer les performances de ce type de traitement. Donc tout ça réuni, effectivement, conduit à des prix qui sont très élevés. Le coût de la recherche élevé, et donc prise de risque, et coût de production élevé, bien sûr, ce sont des arguments à en prendre en ligne de compte. Néanmoins, on peut constater qu'en tous les cas, pour tous les médicaments de thérapie génique qui sont aujourd'hui sur le marché, il y en a 6, 7, 6 maladies et 7 médicaments, une grande partie de cette prise de risque, à vrai dire, a été effectuée par la recherche académique. Dans tous les cas, ce sont des produits de la recherche académique et qui ont été ensuite, évidemment, repris par les industriels et les ont développés. Et bien sûr, ils ont investi. Je ne sous-estime pas du tout leur contribution. Mais néanmoins, souvent, les industriels, en tous les cas, les industriels des big pharma, comme on dit, arrivent tard. Et donc, leur prise de risque est quand même à relativiser dans cette affaire. Donc, à nouveau, dans la discussion des prix. Et enfin, l'argument du marché petit, il n'est pas tout à fait juste parce que quand on regarde le prix des différentes thérapies géniques, il n'est pas proportionnel à la taille des marchés. Par exemple, la thalassémie, on l'évoquait, qui est un des marchés relativement importants potentiellement de la thérapie génique, une thérapie génique qui est proposée à un prix de l'ordre de 1,5-1,6 millions d'euros, alors qu'après tout, les CAR T-cells, pour des malades beaucoup plus nombreux, c'est 400 000 euros, enfin 300-400 000 euros. Que pensent les patients de ces prix qui s'envolent? On a eu un grand débat autour du sofosbuvir, le traitement de l'hépatite C, un grand débat en oncologie. Maintenant, c'est le tour des thérapies géniques. Comment c'est perçu par les patients? Vous savez, historiquement, les associations de patients s'étaient mobilisées une première fois dans le domaine du sida pour les rendre accessibles aux pays en voie de développement. Et aujourd'hui, le même problème se pose dans les pays riches. Donc il y a un problème d'accès. Dans le contexte français, alors la France est un pays assez privilégié parce qu'à la fois on a un accès, même s'il est critiqué en réalité, si on intègre l'ATU qui est plutôt bon, on a une couverture avec un ticket modérateur qui reste acceptable, bon, sauf pour certaines parties de la population comparée aux autres, et donc il n'y a pas trop de pénurie, je dirais, dans la gestion d'accès, y compris sur le sofosbuvir. On sait qu'il y a des pays qui sont moins bien placés que nous. Donc la problématique, pour la résumer, c'est comment on arrive à concilier un accès à l'innovation pertinente, suffisamment rapide, en gardant des principes d'universalité d'accès. Comment le comité économique des produits de santé perçoit ce type de problématique? Effectivement, pour les thérapies géniques, il y a une difficulté, c'est que, comme l'a dit le professeur Fischer, c'est un traitement one-shot, enfin en théorie. On peut toujours s'interroger sur est-ce que ce traitement est efficace très longtemps dans la durée, est-ce qu'il ne va pas y avoir besoin de le reproduire dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans. Mais ce traitement one-shot va concentrer la dépense en un seul épisode de soins. C'est-à-dire que vous êtes obligé de réfléchir en disant qu'est-ce que coûte un patient quand on lui administre des soins pour, par exemple, sa thalassémie pendant 15 ans, pendant 20 ans ou pendant 30 ans, et est-ce qu'on va vraiment épargner ces soins en faisant une injection unique un beau jour de 2020 ou de 2021. Donc ce concept-là, qui est nouveau pour les autorités de régulation, de considérer des dépenses qui s'étalent sur des dizaines et des dizaines d'années, versus une dépense qui va être à un seul endroit. L'habitude était plutôt de comparer des produits, de comparer 2 traitements chroniques, une chimiothérapie que vous preniez pendant quelques mois versus une autre chimiothérapie que vous preniez pendant quelques mois. Ça, c'est assez facile d'établir les prix. Donc, pour accepter cette concentration de dépenses, c'est une difficulté.
Aujourd'hui, les seuls éléments qui sont à notre disposition, c'est dans certains cas l'évaluation médico-économique qui est faite aussi par la HAS et qui pose le problème, comme le disait Jean-Pierre Thierry, aussi du coût d'opportunité. C'est-à-dire quand vous voyez la dépense que vous consentez pour une pathologie donnée, vous êtes obligé de vous poser la question de savoir si, avec la même dépense, vous n'avez pas une action en santé plus importante dans d'autres pathologies. C'est-à-dire des meilleurs gains de santé, c'est-à-dire le soin de plus de malades, etc. Donc l'ère des thérapies géniques ouvre une nouvelle réflexion en termes de tarification, parce que la représentation qu'on a de l'avantage porté par ces nouveaux traitements est aujourd'hui absent. Alors la valeur, on l'évalue comment je vais interroger l'expert et le représentant des patients, Alain Fischer. Oui, la valeur, elle s'évalue maladie par maladie. C'est assez compliqué, puisque évidemment les symptômes les manifestations cliniques de chacune des maladies, les handicaps, etc., sont extrêmement différents. Si on parle de thérapie génique d'une maladie de l'œil ou d'un déficit immunitaire, on parle de sujets complètement différents. Donc c'est assez complexe. Et donc ça la repose sur l'expertise telle qu'elle peut être présente dans tous les pays concernés, je l'espère. C'est complexe, et si bien que je m'interroge à titre personnel sur le fait est-ce que cette valeur, qui évidemment doit entrer en ligne de compte dans la fixation d'un prix, c'est une évidence, un truisme d'une certaine façon, mais j'ai peur qu'on y accorde trop de place et que ceci nous mène sur une piste glissante, juste pour donner un ordre de grandeur et dire qu'on est peut-être devant des difficultés paradoxalement liées à des progrès de la médecine. L'Institut économique qui s'appelle ICER aux États-Unis, un institut d'évaluation économique de la santé indépendant, a fait une espèce d'estimation qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est intéressante, si demain on disposait d'une thérapie génique pour 1% des malades atteints de maladies rares, ce qui est encore relativement peu, mais c'est beaucoup plus qu'aujourd'hui, il y a du temps devant cela, et que le prix d'une thérapie génique soit de $1 million, ce qui n'est pas plus élevé que les prix actuels, peut-être en moyenne moins élevé, on arrive à doubler le budget des médicaments. Si on parle valeur, d'abord, il n'est pas idiot de regarder l'impact, j'ai utilisé un mauvais mot, l'impact en termes de productivité pour le secteur. Donc, on parle de la valeur pour le patient, c'est-à-dire est-ce que ça améliore la qualité de vie, est-ce que ça prolonge la vie. Ensuite, il peut y avoir des impacts organisationnels et économiques, on l'a vu avec le sofosbuvir, avec d'autres médicaments, et donc des gains de productivité qui peuvent participer à l'évaluation de la valeur d'un nouveau médicament. Oui, ça peut générer des économies. Absolument. Alors attendez, oui, à condition qu'elle ne soit pas uniquement captée et sortie du système de santé, on y reviendra. Parce que et pas d'emblée. Peut-être même jamais, mais ça c'est un autre sujet. Je vais revenir avec plaisir sur la notion de productivité vue dans la négociation. Et après, il y a la spéculation. Alors, dans le problème de la valeur aujourd'hui, il se trouve qu'à partir du virage du sofosbuvir, on a regardé notamment les médicaments orphelins en cancérologie et les médicaments dans les maladies rares et maintenant la thérapie génique. Et donc, on s'aperçoit que, mais vous en avez parlé spontanément, donc je suis plus à l'aise, que les mouvements spéculatifs qu'on appelle de financiarisation de l'économie, en fin de compte, jouent un rôle majeur dans la fixation des prix. On entend bien tout ce qui est dit, autrement dit, je fais simple, c'est vraiment très très cher. Trop cher, exorbitant, a dit le professeur Fischer. Mais est-ce que vous n'êtes pas dans des injonctions contradictoires pour les industriels ? Le calcul qui a été fait par le patron de Novartis est simple. Et d'ailleurs, c'est celui qui a dû aussi conduire au prix qui est pris en charge en France. C'est qu'il a un recul à peu près de 5 ans chez les patients avec un neurodéveloppement qui semble être quasi normal. Et il estime que le prix de prise en charge de 5 ans de traitement sur un traitement comparable, enfin en tout cas de ce qui existe actuellement en termes de prise en charge, coûte un peu plus de 2 millions par an. Donc en fait, il se met dans la situation qui dit, voilà, le recul d'utilisation c'est celui-ci, je considère que j'apporte une réelle amélioration et je vous le fais au prix de ce que ça coûte, de ce que ça vous coûte réellement actuellement de prendre en charge ce type de patient. Sur combien de temps ? Sur 5 ans. Sur 5 ans. Sur 5 ans. Et je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que derrière, qu'est-ce qui se passe ? Si jamais ça ne s'améliore pas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quel type de modèle ? On va parler des nouveaux modèles. Bien sûr. Le satisfait ou remboursé, le fait d'étaler, le fait de pouvoir effectivement, si jamais la promesse n'est pas tenue sur tel patient, etc.